Ça, c'est chez toi ou chez moi? Ouais. On est déjà en live, juste pour te dire. OK. Alors, on passe encore un petit moment avant que tout le monde arrive et que ça soit visible sur Facebook. Je vais voir si on est déjà présent. Ça sonne dans tous les sens chez toi. Voilà Sylvie. Tu es en live, hein? Oui, oui, mais je vois Sylvie qui est là. Ah, qui est là, d'accord. Bonjour Sylvie. Oui, je regarde. Oui, on est visible. Donc, on va commencer. Bonjour Christine. Ça fait plaisir de voir tout le monde apparaître comme ça, une après l'autre. Bonjour, bonjour, Voilà. bonjour. Bonjour, chers spectateurs, tout le monde. Je suis contente de vous revoir pour ce live 1030. Je suis Ulrike Weissenbacher, co-directrice avec mon partenaire et associé Yves Vautier-Freimann, que je me réjouis d'avoir aujourd'hui de nouveau pour notre live. Bonjour Yves. Hello, Oli. Hello tout le monde. Et donc, justement, on s'est dit avec cette annonce du déconfinement récemment, moi, j'ai essayé de le suivre et je dois dire, peut-être parce que je suis autrichienne, j'ai eu du mal à suivre exactement qu'est-ce qui se passe, quand, comment et pourquoi. Et donc, je me suis dit, ça doit être peut-être le cas pour d'autres personnes aussi, et ça s'est confirmé quand j'ai vu les différents commentaires sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., même dans le journal du soir. Et donc, effectivement, il y a quelque chose autour du déconfinement qu'on perçoit aussi dans l'annonce, c'est que c'est très incertain. On a une difficulté à imaginer comment ça va se passer. Et donc, puisque tous les domaines de la société sont un peu à l'arrêt, plus ou moins à l'arrêt, il est difficile de prévoir exactement à quel moment on peut vraiment déconfiner, de quelle manière. Et peut-être on va devoir revenir en arrière. Et donc, on s'est dit, ça serait un thème à aborder, comment garder ma sérénité dans cet entourage et ces circonstances très incertaines et qui prêtent beaucoup à la confusion. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment, etc. Voilà, Yves, je te tends la perche. Alors moi qui suis confiné en France, C'est différent encore. j'ai encore un peu de temps devant moi, Ouais. mais j'ai quand même beaucoup ri parce que, bon, il y a plein de vidéos. Donc par exemple, une façon de garder un peu de recul, c'est l'humour évidemment et, et la provocation. Et donc ce matin, j'ai déjà vu je pense au moins deux vidéos qui reprennent avec beaucoup d'humour et qui expliquent. Évidemment, en expliquant, on ne comprend rien de ce qui a été donné. Donc, c'est vraiment très, très, très drôle. On les trouve, j'imagine, sur Facebook. Donc, déjà, l'humour. Je pense que l'humour, c'est très important. Bon, c'est bien belge aussi. C'est pas que belge, d'ailleurs, l'humour, heureusement. Mais effectivement, je crois qu'il faut. On ne sait pas. Ce matin, je lisais aussi que Yann Yambon, qui est un des personnages que j'adore particulièrement, On ne sait pas pourquoi. voilà. Donc, disait qu'il allait reporter d'une semaine la fête des mères. Et puis, en même temps, il y avait une annonce de quelqu'un que j'aime beaucoup, par contre, Caroline Désir, qui disait qu'elle n'était pas sûre de la rentrée scolaire au 1er septembre. Donc, de nouveau, on est avec des choses. Je crois que les gens ne savent pas. Donc, je pense que les gens ne savent pas. Voilà, il y a une sorte d'hystérie collective autour de ce que Covid-21. C'est vrai qu'il y avait une dangerosité par rapport à la contagiosité, mais d'un autre côté, quand on voit le nombre de morts par rapport à une grippe espagnole ou d'autres maladies qu'on a eues sur le dernier siècle, je veux dire, où on n'a strictement rien fait du tout,
je veux dire, on est dans une grippe tout à fait classique, sauf qu'elle est assez impressionnante, je pense. Donc voilà. Et alors derrière, il y a comme ça toutes des sortes de sous-mouvements, on ne sait pas très bien, de Ça, c'est l'autonomie. peut-être un peu difficile de se prononcer là-dessus parce qu'il y a les experts aussi qui disent on ne sait pas comment aurait évolué la courbe s'il n'y avait pas eu le confinement. Effectivement, c'est très difficile à savoir qu'est-ce qui a fait quoi concrètement. Mais par exemple, justement, ce qui se passe, c'est qu'on voit vraiment parmi les experts, il y a ceux qui sont dans la peur, et donc qui développent un langage de peur, et d'autres qui sont dans la rationalité, qui appliquent les modèles qui existent. Ce matin, je regardais deux virologues et immunologues vraiment connus aux États-Unis, en Californie, et qui disaient, stop, il faut arrêter. Je veux dire, voilà les statistiques, voilà ce qui se passe, et même si effectivement il y aurait eu une courbe, c'est vrai qu'il y aurait eu plus de décès. Je pense que c'est surtout parce que la structure hospitalière n'était pas capable d'assumer des problèmes de problèmes respiratoires. Donc je crois que c'est surtout ça qui a fait peur. Mais à côté de ça, il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a une sorte de flou artistique comme cette présentation de déconfinement où tout le monde, enfin j'ai reçu plein de messages ce jour-là. Je suis sur des groupes WhatsApp avec des amis. Je comprenais rien à ce qui se passait, évidemment. Je n'avais pas suivi le truc. Donc, voilà. Ou par exemple, on annonce que les annonces par le gouvernement. Ton téléphone, il est trop proche du micro parce que j'entends. D'accord. Donc les annonces du gouvernement, on attendait la fin d'un feuilleton en Flandre. Je veux dire, il y a quand même un truc c'est très surréaliste belge, je veux dire. Hein, je pense que si les politiques étaient plus clairs par rapport à ce qu'ils veulent, et si on n'était pas dans cette culture de peur, je crois que les choses seraient beaucoup plus cool. On pourrait dire aux gens, ben oui, voilà, on ne sait pas encore très bien, il y a du flou, mais voilà, on vous propose ceci, c'est susceptible de bouger, mais pas des messages qui disent oui, enfin blanc et noir dans le même message. Donc, si je comprends bien, ton message par rapport à comment garder sa sérénité, donc une partie c'est déjà l'humour, comme tu as dit, mais une partie c'est aussi de un peu mettre en contexte différentes sources d'informations pour justement pour soi-même trouver une posture un peu plus équilibrée par rapport à tout le type d'informations qu'on peut recevoir en ce moment. Oui, il y a souvent une image que j'utilise, je ne sais pas si je l'avais déjà nommée d'ailleurs, mais c'est une image que je fais souvent utiliser à mes patients ou aux étudiants. Je dis, je les invite à regarder la pièce autour d'eux, puis je dis, OK, maintenant montez sur la chaise, regardez la pièce autour de vous. Donc, et en général, je dis, qu'est-ce qui a changé? Alors, il y a des gens qui disent plein de trucs, ils voient plein de choses différentes. La pièce, elle n'a pas changé. Hein. C'est notre perspective et notre perception de la pièce qui a changé parce que j'ai changé, j'ai pris de la hauteur ou j'ai pris un angle différent. Donc, ne pas se laisser embarquer par des émotions, même légitimes, mais c'est observer ces émotions, les nommer, ces émotions, s'en occuper et peut-être exprimer de la compassion par rapport à nos parties. C'est nos parts, ce sont nos parties. Donc, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je me mets en cohérence cardiaque compassionnelle, j'envoie de la compassion, de l'amour inconditionnel aux parties que je peux repérer chez moi ou chez l'autre. Et j'essaie de rester dans cet état d'esprit, dans cet espace intérieur qui est beaucoup plus calme et serein. Et puis, je peux rigoler de ce que je vois passer. Je peux aussi rire de moi. Je veux dire, j'ai pas de souci avec ça. Je peux aussi me faire peur. Mais à un moment, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Donc, il y a une vidéo de Muji que j'aime beaucoup avec le conducteur de voiture, la leçon de conduite. C'est une vidéo qui est fabuleuse à regarder sur Focus on the Road. On garde notre centration sur notre objectif. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Focus on the Road, à un moment, Muji dit peut-être qu'il se passe quelque chose, hein, là, maintenant. Mais à vous, il n'y arrive rien. Il n'arrive rien. Il se passe quelque chose, c'est juste des pensées, du mental. Et si je deviens esclave de mon mental, je crois ce qu'il dit. Hein, et c'est le message de Bouddha aussi, d'ailleurs. Hein. Mes pensées peuvent devenir ma réalité si j'y accorde trop d'importance. Évidemment, il y a la question qui se pose, qui sont pour les personnes qui ont effectivement des personnes atteintes de cette maladie et qui ont des pertes de personnes proches, de personnes chères à cause de cette maladie. Pour eux,
ça va être différent. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces cas-là? Comment on peut Alors, c'est clair que par rapport aux personnes qui sont dans la souffrance, il faut leur exprimer toute notre compassion. Je regardais une vidéo ce matin avec André Comte-Sponville, c'est un philosophe, bon, c'est pas mon préféré, mais, mais bon, je le voyais enfin, s'énerver parce qu'il disait, mais il y a 3 millions d'enfants qui meurent chaque année, 3 millions d'enfants qui meurent chaque année de malnutrition. On n'en parle pas. Je veux dire. Et là, au monde, on a 200 000 morts, pour autant que les chiffres soient exacts, hein, parce que c'est vrai qu'au niveau de la Chine, on n'est pas sûr qu'ils aient 30 000 les chiffres exacts, mais bon, dans le reste du monde, on a quand même, bon, à part la Russie aussi, je veux dire, là où on est dans des démocraties plus ou moins réelles, on a quand même des chiffres relativement exacts. Donc, on est à 200 000 morts, normalement, voilà. Il y a 3 millions d'enfants qui meurent de malnutrition tous les ans. Il y a 6 millions de personnes qui meurent de cancer, si j'ai bien retenu les chiffres, tous les ans. Je veux dire, un moment, c'est à nouveau prendre une perspective. Qui est des deuils, qui est des décès, c'est normal. On s'occupe de notre famille, on s'occupe de nos émotions. On peut évidemment... c'est toujours une catastrophe quand c'est des personnes qui meurent jeunes. Et alors un enfant, évidemment, c'est pas dans la nature, normalement, qu'il meurt jeune, surtout avec les moyens d'accompagnement qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, je pense que surtout, c'était aussi peut-être cette impuissance, parce qu'on ne pouvait même pas être près des proches. Donc, si on peut résumer, pour toi, trouver la sérénité, c'est aussi d'avoir une bonne mesure entre la dérision et la provocation ou l'humour, mais qui a une composante de compassion dedans, parce que sinon, il peut être très blessant aussi. Hein? Bien sûr. Donc, on est dans l'humain, je veux dire, on est dans l'humain, donc c'est clair qu'il faut rester présent à l'humain, il ne faut pas être froid. Mais d'un autre côté, il faut aussi mesurer, il faut remettre en perspective. Je me rappelle, j'ai vécu ça une fois, j'avais un de mes amis médecins qui était, il était en PG, en post-graduat, donc en spécialisation, et il travaillait à l'hôpital des enfants. Et donc, le mercredi, on se retrouvait, je faisais partie d'un groupe à l'université, à Bruxelles, et le mercredi, on se retrouvait, même en période d'examen, pour ceux qui n'étaient pas en examen à ce moment-là, pour se retrouver, un peu se changer les idées. Et un jour, on est Grand Place, j'oublierai jamais, on est à la Rose Blanche Grand Place, et tout d'un coup, on voit débarquer cet ami médecin qu'on voyait très peu, parce qu'ils ont énormément de charges de travail. Et cet ami arrive et il dit « Ah, je suis tellement content d'être avec vous. Hein, le bébé que j'avais en garde, il est mort. Et du coup, j'ai pu venir. » Donc, et nous, évidemment, on s'est ramassé ça en pleine figure. Donc, on avait quoi, 20 ans, 21, 22 ans, c'est comme si, mais enfin, on lui a dit, mais tu te rends compte de ce que tu viens de nous dire? Et là, il nous a regardé, il s'est ressaisi, il dit, oh, je suis désolé. Je dis, mais c'est vrai que moi, il dit, je vis ça tous les jours. Donc, effectivement, lui, il avait vu, du coup, ma garde est libre et du coup, je peux rejoindre des amis pour un peu me changer les idées. Donc, c'est la perspective, à nouveau. C'est la perspective. Évidemment, pour nous, c'était un choc atroce. Donc, rester dans l'humain, c'est important. Un deuil, c'est important. Une perte, c'est important. Mais quelle est la perspective, effectivement, par rapport à cette maladie et tout ce qu'on a raconté par rapport à ce qu'on voit par ailleurs, je veux dire. Hein. C'est vrai que moi, ce que je regrette, c'est que les discours n'aient pas été plus, on va dire, plus étudiés avant d'être lâchés comme ça dans la nature. Tout le monde s'est lancé dans les choses avec du blanc, du noir, du gris, du jaune. Bref, on ne savait plus à qui se référer. Mais peut-être là-dessus, il y a aussi, pour trouver plus de sérénité, il y a une sorte de deuil à faire aussi par rapport à ce qui n'a pas été comme on aurait souhaité que ça se serait passé. Oui, c'est vrai, c'est important. Une meilleure mesure ou d'étudier, une position plus étudiée, etc. C'est aussi un deuil à faire. C'est ce qu'on a vécu, malheureusement, ou pas, on ne sait pas. Ben c'est un fantasme, c'est le fantasme que ça soit passé différemment. Ouais. Et donc là, effectivement, il faut pouvoir à un moment dire, OK, est-ce que je continue à râler, et à ronchonner, à ruminer, ou j'agis de façon plus distincte. Par exemple, ce matin encore, j'ai vu une vidéo qui était assez intéressante en Irlande. Les gens ont interpellé carrément les tribunaux et je veux dire, ils avaient déjà fait arrêter les banquiers il y a quelques années lorsqu'il y a eu tous les problèmes avec les banques.
Eh bien, là, ils sont en train d'attaquer certains politiques et donc les citoyens se sont décidés de dire, OK, nous, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, et notamment avec ce confinement, parce qu'ils trouvent qu'il y a une exagération par rapport aux effets, etc. Et donc, ils vont devant les tribunaux pour défendre leurs droits de citoyens, avec cette fameuse démarche, avec cette fameuse phrase qui est «Mon corps, mon choix». Pourquoi? Mais parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une vaccination obligatoire sans qu'on ait l'autorisation de dire non, c'est mon corps, mon choix. Reprenons un slogan hein, qui est celui de l'IVG, par exemple, hein, de la lutte pour garder les droits des femmes à pouvoir choisir librement un IVG ou pas. Donc c'est intéressant, on voit qu'il y a quand même des mouvements citoyens qui commencent aussi à bouger. Tout à fait, exactement. Mais donc, revenons sur l'idée de cette confusion ou cette incertitude par rapport à quand est-ce que je peux reprendre une vie normale, entre guillemets, quand est-ce que je trouve un cadre stable pour moi ou je n'ai pas de cadre stable. Comment on peut retrouver sa sérénité par rapport à ça? Ou traverser cette période d'incertitude. Donc, pour moi, il y a des pratiques, d'accord? Il y a vraiment des exercices et des outils qu'on peut utiliser. Bon, j'en ai nommé un, c'est par exemple cette cohérence cardiaque compassionnelle. Cohérence cardiaque, hein, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. On sait que si on l'applique régulièrement, 3 à 5 minutes, matin, midi, soir, en 3 semaines de temps, on diminue de 30 à 50% l'anxiété généralisée. Si on rajoute l'aspect compassionnel, on vient réparer des parties qui sont en souffrance en leur donnant ce dont elles ont manqué ou ce dont elles manquent suite à la perte. Ça, c'est une façon. Un autre outil, une autre façon de faire, c'est vraiment des visualisations. On sait qu'en hypnose, par exemple, mais on peut aussi le faire en tapping, avec les personnes qui connaissent le tapping, on peut vraiment faire une hypnose ou un travail de tapping sur le deuil, vraiment en demandant, bon là c'est vraiment pour les personnes qui seraient dans des situations de perte, hein, mais ça peut être aussi la perte de mes illusions, donc je vais travailler sur le deuil, simplement le deuil, que les choses se soient passées différemment, et qu'est-ce que j'aimerais retenir du lien, de la relation que j'avais. Moi personnellement, quand j'ai eu des deuils dans ma vie, j'en ai eu quelques-uns, certains plus importants que d'autres, eh bien j'ai toujours cherché à retenir toutes les qualités, tous les moments qui m'avaient apporté des choses, tous les moments de partage, de joie, de plaisir que j'avais pu avoir avec ces personnes. Et c'est ce qui m'habite. Et parfois, je me mets comme intention interne de essayer de, comment dire, d'être à la hauteur de ce que ces personnes auraient voulu me partager, par exemple. Je me dis, tiens, mais je sais que ça, c'est quelque chose qu'il aurait pu faire, parce que c'est quelque chose qui est important pour lui en termes de valeur. Eh bien, c'est ce que je vais essayer peut-être de démontrer par ma vie ou par mes actes. Évidemment, j'ai droit à l'erreur. Je peux me planter. Hein, j'ai fait des grosses conneries dans ma vie. Donc, vraiment. Mais à partir du moment où on peut prendre conscience de ce qui se passe et de ça, eh bien, on peut réparer. Et donc, je passe ma vie à réparer, mais pas en me sentant coupable, simplement parce que j'ai envie de partager des valeurs, voilà, que j'ai envie que les gens puissent vivre autour de moi. Donc, pour moi, c'est important. Donc, effectivement, c'est faire des visualisations qui permettent de voir la paix, faire le deuil, la paix avec soi, la paix avec les autres, être en guerre à l'intérieur de soi, ça n'a aucun sens. On se pollue tout seul. Et ça ne change rien autour de moi. Donc, exactement. Et donc, ce que tu viens de dire par rapport à une personne, par rapport à un deuil à faire par rapport à une personne, on peut le faire aussi par rapport à cette situation de pas clair autour de nous. On peut se focaliser aussi sur les choses qui, dans cette situation, sont positives pour moi. Aussi, dans le confinement, qu'est-ce que j'ai gagné dans cette période aussi. Sylvie nous partage, elle résume ce que tu viens de dire en disant accepter les choses que je ne peux changer, avoir le courage de changer les choses que je peux et avoir la sagesse d'en connaître la différence. Oui, si je ne m'abuse, ça vient des stoïciens. Donc les stoïciens, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. En gros, il y a une phrase qu'ils utilisaient beaucoup aussi, c'était si tu sais que tu peux faire quelque chose par rapport à une situation, pourquoi t'en faire? Et si tu sais que tu ne sais rien faire par rapport à une situation, pourquoi t'en faire? Exactement.
Donc, donc on retrouve à la fois l'humour et la provocation, mais c'est une réalité. Si je sais que je ne sais rien faire par rapport à une situation, ben c'est accepter, c'est pas se résigner. Accepter, c'est dire, OK, je vois que ici et maintenant, je fais du mieux que je peux, mais les circonstances font que voilà, je suis limité dans mes choix. Mais si par contre j'ai une capacité d'action, ben, à moi de la poser. Moi, j'ai rempli par exemple certaines pétitions en sachant que ça fonctionnera ou ça fonctionnera peut-être pas, mais là où je pouvais agir, j'ai agi. Pour toi, c'était Donc, important. voilà. Sabine te dit bonjour et elle demande c'est quoi tes suggestions pour mettre plus de joie dans notre vie? Ah, par exemple, arrêtez de ruminer. Voilà, voilà. Un petit private joke. Donc, donc, j'espère qu'elle ne va pas me jeter 22 bouquets de fleurs avec les épines. Mais donc, mettre plus de joie, c'est vraiment une question d'attitude intérieure. À l'intérieur de moi, je choisis d'être heureux ou je choisis de ne pas l'être. Et c'est vrai que, bon, j'étais un enfant battu. Dans ma vie, j'ai eu quelques moments, j'aurais pu dire, j'aurais pu faire le choix de ne pas être heureux. Ce que j'ai vécu certainement à certains moments. Mais même dans ces périodes-là, il y avait des bulles d'oxygène, il y avait des moments de joie. J'ai fait de l'équitation, j'étais avec mon grand-père, j'ai vu des trucs qui m'ont vraiment beaucoup touché. La musique était très importante pour moi, l'orgue, Bach, etc. Donc il y a plein de choses qui me parlent. Donc à un moment, c'est se dire, OK, qu'est-ce qui me rend heureux et que puis-je mettre en place pour pouvoir vivre au moins une fois par jour quelque chose qui me rend heureux. Et ça, c'est une responsabilité. Évidemment, les enfants, les adolescents, c'est une situation différente, parce qu'ils ne sont pas libres complètement. Ils auront l'impact de leur environnement. Mais nous, en tant qu'adultes, c'est me dire déjà, voilà une hygiène mentale, une hygiène de vie. Je vais faire au moins une action par jour où je m'occupe de moi, pas de façon égoïste et égocentrique, mais simplement je m'occupe de moi dans une action qui me fait du bien, qui me rend heureux, qui m'épanouit. Ça peut être de moi à moi, ça peut être de moi en lien avec les autres, mais déjà rien que ça va changer complètement mon énergie interne. Je ne Hmm. m'occupe pas C'est de juste moi. C'est justement souvent des personnes qui ont pas vécu ça dans l'enfance, qui ont du mal à s'accorder justement l'importance suffisante pour se faire du bien et de plaisir. Oui, donc c'est à ça que servent évidemment les thérapies. Donc c'est un moment arriver à se réapproprier ce type de capacité. Et puis par exemple par rapport à l'attachement, hein, donc la sécurité émotionnelle des premières années, on sait que dans l'attachement, on a par exemple deux profils de sauveurs. Hein. Donc on sait que bon, dans le milieu thérapeutique, c'est quand même assez courant qu'il y ait des sauveurs. C'est logique, c'est souvent parce qu'on a vécu des choses, qu'on a pris conscience aussi de cette souffrance et du besoin peut-être d'aider les autres. Ça peut nous donner du sens aussi, ça peut venir réparer nos propres blessures, mais c'est vrai que parfois il peut aussi y avoir des dérapages. Par exemple, on a des personnes qui peuvent aller jusqu'à se sacrifier, hein, et ils vont tout dédier à l'autre et eux n'existent pas du tout. Et là, évidemment, c'est dans l'environnement de la personne, c'est important de se rendre compte de ça et de pouvoir lui nommer ça pour pouvoir l'aider éventuellement à ce qu'elle puisse elle-même sortir de ça en étant aidée par quelqu'un de professionnel ou pas, mais en tout cas le nommer. Et puis il y a des personnes qui vont chercher la partie sauveuse, bon, comme un peu le thérapeute, qui peut vraiment se dire, ben, moi ça me donne du sens d'aider l'autre, ça me fait du bien, et qui vont le faire aussi, non seulement pour l'autre, mais aussi surtout pour eux. Et le problème c'est, si la part n'est pas réparée, ça va amener la compassion fatigue, la fatigue compassionnelle. À un moment, le thérapeute, c'est son burn-out, il va craquer, il ne pourra plus parce qu'il ne se respecte pas. Donc ça veut dire que dans l'amour et dans le lien à l'autre, il faut se respecter. Et se respecter, c'est poser des limites. C'est donc déjà être conscience de ce que je veux moi, quels sont mes besoins, les nommer. Pas attendre que faire plaisir à l'autre tout le temps. Non, non, quels sont mes besoins? J'ai le droit d'exprimer mes besoins. L'autre aussi. Et comment je trouve un équilibre? C'est ça être en relation. Donc, c'est pas tout ça. Et donc, je vais donner la parole à Sabine aussi parce qu'elle ne peut pas répondre en direct. Sale gosse. Je suis parfaitement conscient de ça. Et je m'aime et je m'accepte totalement et profondément, plus ou moins. Et parfois Et plus. donc, Et parfois moins. ça fait plaisir, ça fait partie aussi de ramener plus de joie dans sa vie, Et c'est oui, de pouvoir être dans un rapport aussi joueur ou oui, d'humour entre amis
où on peut aussi se dire des choses parfois en taquinant, mais on sait que le lien, il est bienveillant. Tant que ça vient du cœur, on peut tout dire. Il faut que ça vienne Mm, du cœur. Quand ça vient du cœur, en face, les parties blessées peuvent entendre ça. mm, Parfois, elles peuvent être encore fort sensibles, mais elles vont finir par entendre ça. L'important, c'est rester dans le lien du cœur. Donc, pour moi, c'est le principal. Ici, par mm. exemple, ben, je profite du confinement pour retrouver un certain lien avec mes enfants que je vois pas beaucoup quand je suis en Belgique, et donc j'en profite. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une complicité qui est amusante, qui se met en place. Voilà. Mm. J'ai pris Donc, un autre élément, c'est si on a des proches ou des enfants avec qui on vit ensemble, évidemment, on peut utiliser les moments justement de partage et de connexion. Si on vit tout seul, en ce moment, en confinement, ça va être un peu plus difficile et donc on va devoir trouver d'autres moyens de s'autoriser à avoir cette connexion. Et là, j'ai vu un exemple très chouette. Une de mes voisines, elle a plusieurs copines qui vivent seules. Et elles viennent à tour de rôle lui rendre visite. La copine est devant la fenêtre, l'autre est à l'intérieur. Elle lui passe un verre, elles ont leur apéro en présentiel, mais à distance correcte. Et ça fait vraiment du bien parce que elle sort de sa solitude dans son appartement. Et donc, elles se sont fait ce plaisir-là justement de procurer la joie d'une autre manière. Oui, j'ai des amis qui ont aussi trouvé une façon. Bon, ils ont des jardins, ils ont de la chance, mais alors ils amènent leur apéro chacun, leur verre, ils se retrouvent dans un jardin, mais avec 2, 3, 4 mètres de distance. Mais comme ça, ils peuvent un petit peu parler, ils sont dans une sphère privée, mais voilà, ils prennent un verre pendant une demi-heure, Ouais. 20 minutes. Mais Ça prend des dimensions un peu surprenantes parce que du coup, leur échange devient public. Moi je partage aussi, l'autre voisin aussi. Oui, Et ça crée d'autres types de liens. Donc, c'est vraiment ça aussi. Quand on s'autorise la joie à soi-même, souvent, on apporte de la liberté et de la joie aux autres autour aussi parce que ça donne vraiment une autorisation aux autres aussi quand ils voient le modèle. il y a une action que j'ai entendue ce matin à Radio France qui était vraiment, je trouve, super. Donc, c'est dans les cités. Les cités, c'est pas des endroits les plus joyeux pour être confinés, hein. Parfois, ils sont à 5 dans un 40 mètres carrés, donc c'est un peu compliqué. Et donc, eh bien, par exemple, les animateurs, ceux qui venaient faire des actions en général dans les quartiers, comme tout est fermé, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place des cours de gym. Et donc, ils viennent devant le bâtiment, tout le monde se met à son balcon s'il a envie, et tous les gens suivent le cours de gym et commencent à faire de la gym sur les balcons. donc, et donc ils font ça tous les jours. Et ce qui s'est produit, c'est que c'était des gens qui, en général, c'est des cités dortoirs. Donc, les gens partent tôt au boulot, rentrent tard du boulot, donc ne se connaissent pas du tout. Et donc, grâce à cette action-là, ils ont commencé à pouvoir parler avec leurs voisins du balcon d'à côté, et donc ça crée des liens au niveau des familles, alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout. Donc moi, ça me renvoie à des projets architecturaux comme on en a connu à Bruxelles, comme on a la cité Jardin, par exemple, où on a du côté de Jette et tout ça, mais il y en avait aussi à Boisfort, hein, avec les villas ouvrières, où c'était fait justement pour garder un caractère humain. Euh, donc, et je trouve que ça, c'est des chouettes moments, des bons rappels. Tout à fait. Et j'ai vu un autre exemple qui me semble intéressant à partager dans une des bâtiments que tu décris. Il y a un groupe d'habitants qui se sont donné la tâche d'être comment est-ce qu'on appelait ça en médiéval, les porte-paroles ou les parleurs, les haut-parleurs pour les crieurs publics. Les crieurs, exactement, je cherchais le mot.
Et donc, ils s'habillent et ils sont les crieurs. Et tout le monde dans le bâtiment peut déposer des demandes, des questions, des informations, etc. dans leur boîte à lettres. Et à une heure fixe, tous les jours, ils se mettent dans la cour devant tout le monde et ils crient les messages. Il y a des poèmes, il y a des chansons, il y a des choses que les uns dédient aux autres. Et tout le monde est sur le balcon. Et ça crée vraiment une atmosphère très particulière. Et ça, c'est un exemple aussi. Ils se sont donné, eux, la joie de pouvoir partager quelque chose et tout le monde en profite et il participe avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, Oui. Mais voilà, mais donc voilà, tout ça, c'est des moments qui donnent de la joie. Donc, qui permet de sortir de la pensée. Parce que je voyais Sabine qui disait, il n'y a plus qu'à. C'est vrai, il n'y a plus qu'à. Ça me rappelle cette anecdote. Elle me fait beaucoup rire maintenant. À l'époque, elle ne m'a pas fait rire, mais rue Bovy, où il y avait Thérapeutia avant et tout ça, j'habitais là. Et quand je sortais du bâtiment, il y avait une affiche avec une citation de Gandhi. C'était il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin. Et pendant 4 ans, j'ai pesté tous les jours, au moins 2 fois par jour, devant cette affiche qui est au 3e étage. Je disais, mais ça veut rien dire, c'est ridicule, ça m'énervait. Elle m'agaçait, cette affiche. Et puis, au bout de 4 ans, un jour, je rentre et tout d'un coup, je relis pour la xème, millième fois cette affiche et cette phrase. Et tout d'un coup, ça a fait tilt. Je dis, mais, ah oui, c'est pas l'importance de la marche qu'on franchit, ni d'où on part sur le chemin. C'est être en chemin, je choisis d'être en paix. Donc, il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin. Donc, si je choisis la paix, je suis en paix. Que ce soit un petit peu ou beaucoup, c'est la même chose. La paix, c'est la paix. Et donc, et ça a vraiment fait un tilt. Donc, donc après, je me rappelle, j'en parlais avec certains étudiants ou des patients, et je disais, ah, cette phrase, c'est quand même pas mal. Alors, tu me disais, mais tu n'as pas arrêté de pester, je t'ai entendu dire plein de fois. Je dis, oui, mais là, j'ai compris quelque chose. Donc, voilà. C'est entré à un niveau un peu plus profond que juste. Voilà, c'était pas le premier degré. Voilà, c'était vraiment. J'ai vraiment cherché ce qu'il voulait dire, quoi, en gros. Et je ne me suis pas arrêté au mot. Donc, c'est ça. Donc, c'est quoi la joie finalement, hein? On peut terminer sur cette question. Elle est déjà partie. Oh. En tout cas, pour moi, c'était une joie de partager ce moment avec toi et avec vous tous. Et c'est aussi ça m'apporte aussi à ma sérénité d'échanger sur ces sujets-là. Parce que là maintenant, je le remarque aussi, comme tu en parles, comme on relève différentes notions autour de la joie ou on fait des associations, rien que ça apporte déjà plus de joie à l'intérieur également. Hein? Oui, c'est clair, c'est clair. Et puis, le fait de pouvoir aussi exprimer ce qui est là. Donc, le fait de le sortir, de l'exprimer, c'est pas le garder à l'intérieur. Donc, si vous avez besoin d'exprimer, écrivez-le. Brûlez le papier, partagez-le, faites ce que vous voulez. Il y a tous ceux qui sont en train de créer des chansons, voilà, où ils font des caricatures. C'est des moyens d'expression. C'est une façon de sortir leur colère ou leur désapprobation, et du coup de pouvoir être en paix et dans une dynamique complètement différente. Moi, je trouve ça génial. Hein. Je me suis abonné à un Américain là, qui me fait hurler de rire. Il fait que des chansons. Je ne sais pas si je peux trouver le nom maintenant, mais c'est à mourir de rire. Je vais regarder si je trouve tout de suite le. Alors, je cherche entre-temps. Je te dis, on a les bonjours de Stéphane Barrios. Et Kat Pezzo dit merci Yves, ton hypnose ravit toujours Noah Pezzo, on pense fort à toi. Donc, si vous allez voir, donc il s'appelle. Attends, non, comme ça. Non, c'est pas. Attends, non, je suis pas sur le bon. Ça a changé. Attends, ça a changé. C'est pas ça que je montrais. Voilà. Attends, hop, comme ceci. Plus haut. Donc. Plus haut. Oui, là, ça c'est bon. Voilà. Donc c'est Randy Rainbow. On ne peut pas le lire. Donc c'est Randy Rainbow. Je vais l'écrire comme ça. Les rainbow comme un arc-en-ciel. Ouais. Il est à mourir de rire. Il est à mourir de rire. Bon, évidemment, il fait pas mal de caricatures de Trump.
moi, ça me plaît bien, mais c'est à mourir de rire. Donc, Excellent. On va découvrir un autre que j'adore pour ça. C'est Trevor Noah. oui, oui, C'est oui, un tout à fait. comédien Très bon. excellent Très, et il très est bon. vraiment Mais ici, chaque fois un plaisir de regarder. Randy Rainbow, ce qui est rigolo, c'est que il prend un style des années 50, mais un peu avec des musicales. Donc, il démarre par un truc, voilà, comme s'il interviewait, et puis ça se transforme en chanson, mais en Ah, chanson caricaturale, mais ah, un peu style des années 50, début des années 60. C'est à mourir de rire. ah, Le type est vraiment très très bon comédien. C'est vraiment, on va, oui, oui, je vais excellent. découvrir en tout cas. Et de toute manière, il y a vraiment plein de choses très intéressantes dans ce sens-là. Si vous avez des choses qui vous amusent ou qui vous mettent dans la joie, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires ici Oui, ou après sur le blog parce que vous trouvez l'enregistrement de ce live et tous les autres lives et les capsules que Yves a enregistrées et des textes, etc. sur blog.ipra.com. Et évidemment, vos commentaires sur le blog nous feront très plaisir et seront très utiles pour d'autres personnes qui visitent à un autre moment ces enregistrements. Et alors, sur ça, merci beaucoup Yves. des gros bisous. À Gros bisous bientôt. à Bye tout le bye. monde et à la prochaine.